Depuis que le Cameroun est indépendant, depuis 1960, aucune femme ministre n'a jamais connu deux postes ministériels différents. Donc les femmes ne connaissent pas de mobilité. Quand elles entrent au gouvernement, même si elles font 10 ans, 15 ans, elles sont sur le même poste. Bonjour SBBC, je suis le professeur Viviane Ondoa-Biwele. Je viens de commettre un ouvrage sur les 101 femmes de l'émergence du Cameroun, les faits troublants. En réalité, les femmes au Cameroun vivent une marginalisation incompréhensible qui peut être associée ou assimilée à un coup d'état sexué. C'est justement face à cette marginalisation que j'ai commis cet ouvrage pour non seulement comprendre, mais également révéler un ensemble de parcours, de biographies de 101 femmes dont le parcours décomplexé, dont les compétences impressionnantes rivalisent même celles des hommes. Et donc, je vous invite à lire cet ouvrage que je viens de commettre. Alors, dans l'ouvrage, je relève quelques faits troublants. Je voudrais ici identifier trois qui sont assez marquants. Le premier, c'est que nous avons constaté que depuis que le Cameroun est indépendant, depuis 1960, aucune femme ministre n'a jamais connu deux postes ministériels différents. Donc, les femmes ne connaissent pas de mobilité. Deuxième fait qui n'échappe à personne, c'est que les femmes, très souvent, n'occupent pas des postes dits de souveraineté en ce qui concerne les ministres. Nous n'avons jamais eu de femme Premier ministre, bien évidemment, secrétaire général de la présidence de la République, aucune femme gouverneur, pas de femme ministre de la Défense, encore moins ministre des Finances, on n'oserait pas. Donc vous voyez qu'il y a des postes comme ça de souveraineté ou dit des postes stratégiques qui, à la limite, sont l'apanage des hommes et pour lesquels les femmes ne sont pas du tout impliquées. Alors le troisième fait troublant, qui est en réalité un phénomène de société qui nous a interpellés, c'est que nous avons constaté que dans 4 régions sur 10, la région du Nord, de l'extrême Nord, de l'Adamawa et de l'Est, nous n'avons aucune figure marquante, aucune figure de proue dans le secteur privé. Comme on le dit, aucune femme d'affaires de renom. Ça a été un phénomène quand même assez marquant, surtout quand on sait que les hommes d'affaires dans notre environnement viennent également de plusieurs domaines. C'est vrai, il y a une dynamique entrepreneuriale, mais également nous avons des hommes d'affaires du secteur public, c'est-à-dire de la commande publique. Là encore, même lorsque nous parlons de commande publique, les femmes sont aussi marginalisées. C'est davantage un livre plaidoyer, ce n'est pas seulement biographique. On a même envie de dire que c'est un ouvrage qui, dans sa première partie, fait d'abord un constat. Et pas seulement un constat de statistiques, parce qu'il fallait aller au-delà des statistiques pour essayer de comprendre le phénomène. Donc, nous avons d'une part les 101 biographies en anglais et en français, mais surtout, je voudrais qu'on focalise davantage sur la première partie qui rappelle les faits troublants, du moins la partie introductive qui rappelle les statistiques, qui rappelle les engagements du président de la République. Et nous essayons de poser les engagements du président de la République qui, rappelons-le, nomme aux emplois civils et militaires et qui a donc tous les leviers pour changer la tendance. Nous opposons donc ces engagements à la réalité ambiante. Et le critère que nous avons retenu était lequel? Nous avons dit nous avons besoin des femmes influentes. Bon, le contexte d'émergence, c'est le modèle de développement retenu. Et ces personnes influentes, la définition qu'on pouvait en avoir, ce sont des personnes qui prennent des décisions qui impactent la vie de plusieurs personnes. Donc, les décisions ont un impact sur le cours des choses. Et lorsqu'on a analysé cette définition, on s'est rendu compte que toutes les femmes ministres prennent des décisions tous les jours, qu'on le veuille ou pas, qui impactent la vie de plusieurs personnes. Toutes les femmes secrétaires générales, donc qui sont dans la ligne hiérarchique, prennent également des décisions. C'est elles qui organisent ou alors coordonnent l'activité du ministère. Et ce qui fait que dans le secteur public, on s'est également rendu compte que les femmes directeurs généraux également assument ce rôle et les femmes présidents du conseil d'administration. Donc le deuxième critère, c'était d'abord prendre des décisions qui impactent, mais aussi être connu, être visible dans un champ précis, dans une cause. Et en ce qui concerne le secteur privé, on a pu facilement faire le choix. Ce qui était intéressant à observer, c'était les femmes dans le politique. Alors là, on a été un peu déçus parce qu'on s'est rendu compte que seules 2 femmes sont présidentes du parti politique. Nous avons Mme Kawala, le CPP, et puis nous avons Mme Namjoya. Pour le reste, c'était des femmes, oui, qui avaient déjà eu 5 mandats à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas peu. Parce qu'il fallait aussi avoir un critère quand même qui discriminait, parce que les femmes à l'Assemblée sont nombreuses, mais on a quand même rencontré une qui avait déjà 5 mandats. Et puis nous avons des femmes qui occupent des postes intéressants dans les organisations politiques, notamment les femmes qui sont présidentes de l'OF, de chaque parti. Et donc au niveau du politique, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, et c'était un élément important. Sans une femme, vous allez vous rendre compte, dans le secteur public, dans le secteur privé, dans le secteur politique, dans la société civile,
vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des biographies exhaustives, j'en conviens, mais ce sont des biographies non seulement intéressantes, des biographies convaincantes, mais surtout également des biographies connues. Il était donc question de dire à Monsieur le Président de la République, pourquoi cette marginalisation, puisque les femmes sont là. Les voici, et puis on a donc décidé de les rendre visibles, chacun dans son domaine, et vous avez des femmes qui ont des profils décomplexés et des parcours impressionnants. La question, c'est de savoir pourquoi sont-elles invisibles? N'est-ce pas là un complot sexuel? Alors pourquoi 101, 101 femmes, c'est aussi un chiffre marketing. D'abord 100, ça semble être un chiffre rond. 101 femmes, ça permettait de savoir mais quelle est cette femme supplémentaire exceptionnelle qui vient justement faire basculer les statistiques. Et puis finalement, on a eu beaucoup de mal à revenir à 100 et ensuite revenir à 101 femmes. J'ai envie de vous dire que ce sont des profils ou des biographies non exhaustives, mais au moins celles qui sont là ont le mérite non seulement d'être influentes, mais de faire savoir ce qu'elles ont l'habitude de faire. Et du moins, ce sont des femmes connues. Alors, vous parlez là des influenceuses, si je comprends bien. Alors, il faut dire que ces profils, bien évidemment, lorsqu'on intervient dans le domaine de l'influence, on peut se dire que ce sont des influenceurs, déjà comme le mot l'indique. Et ce sont des profils également qui peuvent être sollicités lorsqu'on questionne même le leadership, parce qu'on dit lorsque vous êtes leader, c'est que vous avez des followers. Et donc, vous me dites là que dans ce domaine-là, bien évidemment, ils ont beaucoup de followers. C'est tout à fait vrai. Mais il faut dire que ce sont des profils qui nous ont intéressés parce que nous vivons dans cette société. Mais ce sont des profils qui interviennent dans un environnement nouveau pour lesquels nous n'avons pas encore d'outils ou de discours relativement structurés qui permettent justement de voir la traçabilité. Parce que n'oubliez pas que tous les profils qui vous sont présentés sont des profils relativement normés. Des profils également qui ont déjà fait l'objet de référentiels qui permettent justement d'identifier non seulement les origines de la personne, les transformations que la personne a connues, mais surtout également qui permettent de dupliquer justement ces différents modèles. Donc l'idée derrière, c'était de dire ces métiers nouveaux, notamment les influenceuses du web, parce que c'est virtuel, parce qu'il faut dire que c'est aussi de la virtualité. C'est une nouveauté. Je pense qu'on a besoin de structurer le discours autour de ces métiers-là et puis de voir finalement les référentiels de traçabilité qui peuvent être identifiés pour qu'on puisse à la limite modéliser et puis construire même ces différents profils. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'on sort un ouvrage comme celui-là, nous avons deux critères importants que nous mettons sur la table. Le premier critère, c'est d'identifier dans les profils que nous avons des personnes qui peuvent ne pas s'inscrire dans des activités qu'on peut juger illicites. Vous imaginez bien, si on prend le cas de la drogue et que vous avez un vendeur de drogue, même si ce vendeur est influent, il ne pourrait pas faire l'objet d'un modèle, ou tout au moins d'un modèle conceptualisé. Donc nous avons cette préoccupation d'activité illicite, mais nous avons également cette préoccupation, parce que lorsqu'on parle d'illicite, je parle là du droit, de l'encadrement juridique, de tout ce qui peut être pénal et qui peut être réprimé par la loi. Mais nous avons également à côté de cela des éléments aussi un peu fuyants, comme des éléments liés à la valeur, parce que la société est également garante d'un certain nombre de valeurs. Et lorsque nous avons des activités qui pourraient ne pas être bien structurées ou donner lieu à confusion, on se dit il est bon que le discours soit bien construit, il est bon également que les référentiels qui permettent de retracer l'idée, même de conceptualiser, pourquoi pas. Je pense que dans ce cas-là, ce métier d'influenceur nécessite quand même des analyses et surtout d'identifier des référentiels et des normes qui permettent de dupliquer. Parce qu'il faut le dire, hein, il faut être capable de l'enseigner, il faut être capable de le documenter, il faut être capable de conceptualiser. Et je pense que ça, ce n'est pas une activité facile. Vous avez identifié quelques profils, heureusement pas assez, je vois que vous avez parlé de 3 profils, dont les noms sont revenus dans certains dossiers, j'ai envie de dire, au-delà de la polémique, c'était des dossiers au niveau des tribunaux, mais qui n'ont pas été condamnés. Pour certains ont d'ailleurs été acquittés, d'autres n'ont pas été traînés dans les tribunaux, d'autres ont fait l'objet également de défense. Et pour l'une d'entre elles que vous évoquez, je crois que le dossier est pendant au niveau de la justice. C'est vrai, ça peut être embarrassant de voir ces profils, mais ce sont des personnes, moi j'ai envie de dire, qui bénéficient encore de la présomption d'innocence.
J'étais mal placée pour les exclure à partir du moment où elles avaient un autre profil qui était, par rapport à l'influence, beaucoup plus valorisant que celui-là. Alors justement, l'absence des femmes aux sphères de décision, disons aux sphères stratégiques, est au cœur d'ailleurs de la problématique abordée dans l'ouvrage. De comparaison de profil à profil, on se rend compte que rien ne peut expliquer, si ce n'est une marginalisation volontaire, rien ne peut expliquer que les femmes ne soient présentes à ces sphères de décision. Oui, il peut être considéré comme la cause de cette sous-représentativité parce que les décisions, qu'il s'agisse des siennes ou celles de ses collaborateurs, il les engage, il les assume, mais surtout, il est la solution. Ça veut donc dire également qu'il peut déconstruire cette réalité et puis faire vivre aux femmes un parcours qu'elles méritent